C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Putain, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là, c'est l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 21 de Jeux en Triangle, c'est déjà le 7ème dans cette saison 2. Et à cette occasion, on est ravis d'accueillir notre premier invité avec nous autour de la table. Je salue donc David Hernandez, mais aussi Patrick Juillard, journaliste spécialiste du football africain, qui écrit notamment pour Foot 365, mais aussi consultant pour RFI, Europe 1 ou encore France 24. Bonjour à tous les deux, merci Patrick. Bonjour Arthur et merci de votre invitation. C'est un grand plaisir et puis on fait un coucou à Geoffrey aussi qui nous regarde, qui a laissé sa place à Patrick aujourd'hui. L'homme de l'ombre. Exactement, l'homme de la technique. Alors on va se lancer sur notre sujet du jour. La présentation de notre invité vous a certainement mis la puce à l'oreille. La Coupe d'Afrique des Nations arrive dans 3 jours et on va donc parler aujourd'hui de football africain avec 3 des plus grands joueurs de son histoire. 3 attaquants qui ont plusieurs fois été élus meilleurs joueurs africains de l'année au minimum, voire beaucoup mieux, on y reviendra. 3 buteurs de légende, Didier Drogba, Samuel Eto'o et Georges Weah. Amis bricoleurs, désolé pour vous, même votre meilleur Eto'o ne vaudra pas Samuel. C'est parti pour l'échauffement. Patrick, honneur à toi, si tu veux nous rappeler un petit souvenir sur Georges Weah. Georges Weah, forcément, comment ne pas se souvenir du fameux but sur le terrain du Bayern Munich, dans l'ancien stade, le stade olympique, ce but où il dribble 4 joueurs et il s'en va battre Oliver Kahn. Un but d'anthologie, un des 10 buts dont je me rappellerai toute ma vie, même si j'ai Alzheimer un jour. Non, mais sans mauvaise blague, voilà le but extraordinaire qui résume toutes les qualités du joueur, c'est-à-dire à la fois la puissance, la disponibilité et la précision, c'est-à-dire ce côté implacable qu'avait Georges Weah. Une fois qu'il était lancé, quand il allait au but, il était inarrêtable. Et il y a très peu de joueurs, même les Africains réputés pour leur puissance, parfois c'est un peu un cliché, mais c'est souvent vrai dans les attaquants. Très peu de joueurs depuis ont eu ce côté implacable que Georges Weah avait et qui est symbolisé par ce but extraordinaire. Alors moi je vais parler de Didier Drogba et c'est plutôt le Drogba de l'OM que je retiens, même si ça a duré très peu de temps, tout simplement parce qu'il me ramène en enfance en fait. Drogba, à l'époque moi j'ai 9-10 ans, donc ça dure qu'un an à l'OM, mais c'est plein de souvenirs, plein d'images fortes. Il y a évidemment ce parcours en Coupe de l'UEFA, il y a la chevelure, le bandeau, les célébrations, c'est plein d'images qui me reviennent comme ça, et puis en fait il fait partie des premiers joueurs qui m'ont véritablement marqué, parce que mes premiers souvenirs foot, ils interviennent là à peu près entre 2004 et 2006, donc vraiment Drogba, ça fait partie de ces premiers joueurs qui m'ont transmis la passion pour le foot, tout simplement. Pour moi, Samuel Eto'o, ça sera pas le Barça, mais plutôt une image de l'Inter, en fait, la victoire en finale de Ligue des Champions, l'après, avec le drapeau camerounais sur les épaules et tout. Et en fait, c'est le symbole de cet Inter de José Mourinho qui met enfin à mal la domination barcelonaise depuis des années, et en même temps une double consécration pour Eto'o, qui devient le premier joueur à faire 2 fois le triplé, qui va réussir à devenir le premier joueur à faire 2 fois le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions avec le Barça et du coup avec l'Inter. Du coup, et puis il y a forcément ce sens du sacrifice lors de la demi-finale au Camp Nou, où il se retrouve à jouer latéral gauche, chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer d'un joueur avec autant de charisme que Samuel Eto'o. On est en jambes, on va pouvoir se lancer sur le match. Ça fait un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On se lance donc avec Didier Drogba par ordre alphabétique comme d'habitude. Drogba qui a aujourd'hui 43 ans, c'était un joueur d'1m89. Son parcours junior il s'effectue dans différents clubs français, mais la fin de sa formation se fait au Mans, où il évolue entre 97 et 2002. Ensuite il y a Guingamp pour une saison, Marseille pour une saison, le grand saut vers la Première Ligue, Chelsea entre 2004 et 2012,
le Shanghai Shenhua en 2012-2013, puis Galatasaray, un retour à Chelsea, et puis l'Impact Montréal et Phoenix en MLS, même deuxième division américaine pour Phoenix, où il termine sa carrière. Alors, on va peut-être commencer par le Drogba de la Côte d'Ivoire, parce que c'est peut-être l'un des reproches qu'on peut lui faire à Didier Drogba. Grand joueur, mais on reste sur notre fin en sélection, il y a 2 finales de CAN perdues. Et je me suis amusé à retourner voir la composition de la Côte d'Ivoire lors de la finale contre la Zambie, qui perdent. Il y a quand même des joueurs comme Salomon Kalou, Gervinho, Yaya Touré, Eboué, Gradel, il y a Boni sur le banc aussi. C'est un sacré effectif et on se demande comment ce Didier Drogba et cette équipe de Côte d'Ivoire n'a pas pu être champion d'Afrique. Didier Drogba perd 2 finales de CAN. Avant celle dont tu parles, il y a celle de 2006 en Égypte. Et les 2 fois, la Côte d'Ivoire, en fait, c'est une équipe qui n'arrive pas à marquer, qui n'arrive pas à transpercer les défenses adverses. Et donc ça, évidemment, ça ternit un peu le bilan de Drogba, qui était un peu le dernier étage de cette belle fusée, qui était le joueur qui décapsulait les défenses, comme on dit. Et ça ternit son bilan. Moi, je me souviens d'un match, j'ai eu la chance d'assister à ces 2 finales depuis le stade. J'étais envoyé spécial sur les 2. Et la première, c'était de l'impuissance parce qu'il y avait le contexte et un petit peu l'arbitrage à domicile en faveur de l'Égypte. La deuxième, en revanche, la Côte d'Ivoire était grande favorite. La Côte d'Ivoire aurait dû gagner le match et elle s'est faite prendre comme par une équipe qui était un outsider magnifique, mais qui aurait dû ne pas lui résister. Donc, ouais, Drogba, et ça ternit un peu son bilan, mais en même temps, quel leader. Quel leader, parce qu'au-delà du sportif, il y a tout l'extra-sportif, la manière dont il a essayé de se servir de la sélection pour un peu apaiser les fractures de la société ivoirienne. Donc tout ça, bon, il faut avoir une vision globale. Mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'était un peu un beautiful loser, entre guillemets, sur ces CAN-là. Et elle l'a finalement emporté en 2015, encore au tir au but, mais cette fois, c'était une très longue série contre le Ghana, on s'en rappelle. Et Drogba n'était plus dans l'équipe, mais c'était une équipe qu'il avait un petit peu, en quelque sorte, façonnée. Donc, il a un petit peu à prendre dans l'héritage de cette génération 2015, finalement. C'est un peu aussi sa victoire. Donc, voilà, un bilan qui s'est conclu sans lui, mais pour lequel il est un grand acteur tout de même. Ouais, alors du coup, pour rebondir sur ça, est-ce que c'est pas au final l'homme qui a pris plus de poids que le joueur, que ce soit au sein de la sélection ivoirienne, que au sein du pays même? Oui, c'est-à-dire que là, c'est vrai que Didier Drogba, l'an passé, a mené campagne pour être élu président de la fédération. La campagne qui a été finalement interrompue pour diverses irrégularités. On ne va pas revenir là-dessus, ce serait trop compliqué. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est placée sous tutelle de la FIFA. Mais c'est un homme qui s'implique, Drogba. C'est quelqu'un qui est un leader naturel. C'est quelqu'un qui parle fort. C'est quelqu'un qui est... Il l'était peut-être pas au tout début de sa carrière, où on le décrivait plutôt comme timide et un peu timoré et tout ça. Mais il s'est vraiment affirmé, il a su se montrer à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, parce que c'était un grand joueur, et il a su humainement se montrer à la hauteur de ça. Et on l'a vu en sélection, donc ouais, Drogba, pour moi, un leader incontestable. Même si la Côte d'Ivoire, parfois, avait la meilleure équipe, mais ne gagnait pas. Je pense à la CAN 2008. C'est sans doute là que la Côte d'Ivoire était la plus forte, mais elle ne gagne pas, malheureusement. Et elle a ensuite retenu un peu les leçons en devenant un peu plus calculatrice. Bon, il n'y a pas que le Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, il y a le Didier Drogba de club, de Chelsea notamment. Et ce Didier Drogba-là, il a un palmarès tout autre. 4 premières ligues notamment, une Ligue des Champions évidemment, avec ce but en finale. Drogba, c'est un joueur qui a écrit sa légende, je trouve, sur la scène européenne, qui a d'ailleurs été propulsé aux yeux du grand public grâce à ce fabuleux parcours en Coupe de l'UEFA, où il avait beaucoup marqué. Et ensuite, il a surperformé en Ligue des Champions. Il a joué la Ligue des Champions 12 saisons de suite, Didier Drogba. Il marque au moins une fois à chaque édition, pour un bilan de 44 buts en 92 matchs de Ligue des Champions. On a vraiment un Drogba qui savait être là dans cette compétition européenne. Ouais, et puis c'est ce que moi, en préparant le podcast, c'est ce qui m'a surpris, c'est que en regardant ses statistiques, tu te rends compte qu'il dépasse que 2 fois sur sa période à Chelsea, que 2 fois les 20 buts en championnat, alors que sur la scène européenne,
C'est vraiment c'est son terrain de jeu favori. Et je trouve que 2012, c'est vraiment l'apothéose pour lui. Vraiment le match parfait pour refermer un chapitre, que ce soit pour lui, pour Lampard ou pour Sech, des joueurs qui sont là depuis le début de l'ère Abramovich. Il a 34 ans. Du coup, il n'a plus vraiment ses jambes de 20 ans. Il est un peu dans le dur en championnat où il marque que 5 buts. Et il a ce moment de génie où il trouve l'égalisation à la fin du temps réglementaire contre le Bayern. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le symbole de cette réussite qu'il a en Coupe européenne et de cette consécration en finale avec Chelsea. Du coup, c'est pas de Mourinho, mais l'héritage de ce Chelsea de Mourinho, quoi. Personne ne se rappelle qui était l'entraîneur, hein. Di Matteo. Si, bien sûr. Di Matteo, oui, non, mais c'est vrai que ça fait un petit peu... c'est en miroir un peu avec l'épisode de la fucking disgrace, oui, où Chelsea se fait clairement voler par l'arbitrage contre le Barça, l'arbitrage de monsieur Øvrebø, là, le Norvégien, et il va invectiver l'arbitre en lui disant devant toutes les caméras, c'est une putain de honte, quoi, it's a fucking disgrace. Et voilà, tout Drogba est là, c'est-à-dire il y a la rage de vaincre, et il y a aussi le fait de défendre les couleurs de son équipe, que ce soit sur le terrain ou un peu dans les coulisses, dans les après-matchs. Voilà, c'était un soldat aussi, Drogba. C'était à la fois un général et un soldat. Donc c'est exactement ça, et David a tout à fait raison. 2012, il est déjà un peu sur le déclin en termes de stats, mais il va s'arracher parce que c'est un joueur qui est aussi transcendé par les gros matchs, par les matchs et les matchs couperés. Il y a quoi de mieux qu'une finale, et ce qu'il n'a pas su faire effectivement lors des 2 finales de Cannes dont on parlait avant. Bon, c'est autre chose, une finale de Coupe d'Afrique, c'est encore plus fermé en général qu'une finale de Ligue des Champions, surtout à l'époque. Ça se finissait souvent sur un score de 1-0 à l'époque. Ouais. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais bon, voilà, Drogba, il incarne un peu le joueur qui va arracher une victoire comme ça, et ouais, c'est un battant, c'est à l'image de sa carrière aussi. Il a dû s'arracher pour qu'elle devienne une réalité, parce que longtemps, c'était un joueur qui était plutôt destiné aux divisions inférieures. Ouais, c'est une carrière qui n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Même au Mans, ces 2 premières années comme stagiaire, c'est un peu viré au cauchemar. Il y a eu des fractures du métatarse, il y a un péroné, une cheville. Enfin, ça a été très compliqué à ses débuts. Donc à l'image de sa carrière, ce côté soldat, et à l'image de son style de jeu dans le profil aussi, parce qu'on est un joueur, alors je ne vais pas employer le mot de technique rudimentaire, parce que ce serait l'insulter, mais une technique relativement épurée. En tout cas, il ne jouait pas tout là-dessus. Mais un joueur qui, dans la qualité de course, d'appel, de harcèlement des défenses, était vraiment extraordinaire. Et j'ai revu pas mal de buts où il y a même des buts qui sont spectaculaires, mais qui s'amènent de manière un petit peu laborieuse, avec un compte favorable, avec un contrôle qui à la base n'est pas extraordinaire. Mais il va réussir, de par son agressivité et sa hargne, à transformer ça en frappe. Il y a un nombre d'exemples de frappes de 20-30 mètres qui terminent pleine lucarne. Donc joueur assez spectaculaire. C'est ce que j'appellerais moi un attaquant de puissance. C'est-à-dire c'est avant tout un attaquant qui joue sur sa puissance, sur les mouvements du corps, sur sa caisse, quoi, entre guillemets, pour vraiment faire la décision. Après, technique rudimentaire, c'est vrai qu'en début de carrière, il était un peu léger à ce niveau-là. Il a quand même progressé ensuite, et on se rappelle tout de même de sa fameuse talonnade derrière la jambe d'appui, qui était un peu sa marque de fabrique petit à petit, et que certains joueurs essayaient... C'était amusant de voir, quand on allait voir Créteil, Cédric Sabin qui essayait de faire Didier Drogba avec la même, parfois avec réussite. Donc les joueurs s'étaient inspirés de lui. Donc quand un joueur inspire ses confrères, ça veut dire que c'est pas tout à fait rien techniquement. Mais c'est vrai qu'au départ, il jouait plus sur la puissance. Et voilà, Drogba, c'est ça. C'est pas un attaquant félin comme d'autres attaquants africains, mais c'est un joueur qui va imposer sa force. Ouais, c'était clairement un point d'ancrage dans le système Mourinho et à Chelsea. C'était que tout venait sur lui, et il avait cette capacité à attirer les 2 défenseurs et les défenses autour de lui. Si Lampard marque autant de buts et est le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a profité aussi de tout le jeu dos au but, de toute cette attirance de Drogba envers ses adversaires pour pouvoir se créer des décalages exceptionnels. Et finalement, il y a en 2016, je crois, les supporters de Chelsea ont été amenés à voter le meilleur joueur de l'histoire de Chelsea, et c'est pas Lampard.
c'est Didier Drogba qui est arrivé en tête de ce classement. Donc ça montre aussi la patte qu'il a pu imposer, comme tu l'as dit Patrick, en sélection, mais aussi à Chelsea, où c'est devenu une véritable icône, quoi. Ouais, parce qu'il avait un rayonnement qui dépassait largement sa propre personne. J'ai noté une stat intéressante, il y a 3 reprises en carrière où il finit avec plus de passes décisives que de buts dans la saison. C'est quand même assez dingue pour un attaquant qui, en plus, a toujours été un attaquant d'axe, et qui n'était pas l'attaquant qu'on peut beaucoup voir aujourd'hui, ces joueurs qu'on peut décaler sur un côté, à gauche, à droite, et qui vont donc rentrer, mettre des centres. Et lui, il avait ce côté très très collectif qui a nourri aussi un petit peu sa légende. Ouais, c'est un avant-centre qui pouvait couvrir tout le front de l'attaque en fait. Mais c'est pas un joueur à la Mo Salah, effectivement, qui est une sorte de buteur excentré. Lui, c'était un vrai avant-centre. Et même si au départ, au Mans, il était parfois utilisé sur un côté, mais sans grande réussite, ou à Guingamp, c'était avant tout un avant-centre. Mais effectivement, il était très généreux, quoi. Il faisait des courses à la fois dans la profondeur, mais aussi sur la largeur d'une défense pour un peu créer des brèches pour les autres. Donc oui, c'est symbolique de ça, des remises, des passes. Il savait penser collectif. Il pensait pas qu'à ses stats, hein. Oui, pour continuer là-dessus, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'il était souvent à l'aise dans les schémas à 2 attaquants. Par exemple, quand il est arrivé à Chelsea au début, ça a été assez compliqué. Il y a eu des critiques sur ces deux premières saisons, critiques des supporters, et même les arbitres qui se plaignaient qu'il tombait trop. Et puis en 2006-2007, il y a Shevchenko qui arrive à Chelsea, et là, il y a un changement de système. Drogba, qui était tout seul devant, passe à 2 avec Shevchenko. Ça donne un très joli duo, et ça donne 20 buts en première ligue pour Didier Drogba, une de ses plus belles saisons statistiques. Donc généralement, quand un joueur s'épanouit plus dans un schéma en 4-4-2 qu'en 4-2-3-1, ça dit beaucoup du profil collectif de ce joueur-là. À la fois du profil technique, disons, et à la fois de la mentalité, oui. C'est-à-dire le fait qu'il est aussi altruiste, il s'intègre dans un collectif, quoi. C'est pas... certains attaquants aujourd'hui, ils se servent de leurs stats pour booster une équipe, mais ils pensent avant tout à leurs stats. Lui, il pensait avant tout à l'équipe. Donc ça, c'est à noter et c'est à saluer. On est bon sur Didier Drogba, on va pouvoir enchaîner avec Samuel Eto'o. Alors Eto'o, il a aujourd'hui 40 ans, 1m80, plus petit format que Didier Drogba, formé au Real Madrid, où il a presque pas joué. Il y a eu des prêts à Leganés, à l'Espagnol, à Majorque, puis un transfert définitif à Majorque, où il va se révéler entre 2000 et 2004. Le Barça entre 2004 et 2009. L'Inter, l'Anji Makachkala en Russie, pardon pour la prononciation, Chelsea, Everton, la Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor et le Qatar SC pour terminer. Donc il a vu du pays, Samuel Eto'o. Je voudrais revenir sur un point moi, qui m'a marqué vraiment en me repenchant sur son parcours, c'est le nombre de moments forts qu'on associe à Samuel Eto'o. Alors ça va de pair avec un palmarès XXL, mais finale de Ligue des Champions 2006, Eto'o qui égalise contre Arsenal avec le Barça, finale de Ligue des Champions 2009, Eto'o qui ouvre le score contre Manchester United, finale de Ligue des Champions 2010, Eto'o qui est passeur décisif pour Milito, avec à chaque fois des victoires à la clé. C'est un joueur qui a énormément de moments forts comme ça dans sa carrière. Oui, c'est ça, c'est un joueur qui est fait pour tutoyer les sommets, qui était prédestiné, qui se sentait prédestiné, et qui a réussi à la fois par son talent immense, ses qualités inouïes, et aussi par une sorte de foi en lui à déplacer les montagnes, à atteindre les sommets qu'il voulait. Et bon, Dieu sait pourtant que ça n'a pas été simple quand il a commencé, il a dû galérer un peu, il a essayé de faire des essais en France, ça ne s'est pas passé comme il voulait, même au Havre par exemple, la blague court encore dans les travées du stade Océane, non mais... ils l'ont quand même raté, ils auraient pu l'avoir. Il a fait un essai d'une semaine et c'est un des joueurs qui n'ont pas gardé à l'issue de cette semaine. Et bon, il s'envole encore aujourd'hui. Et voilà, Eto'o, c'est ça. C'est quelqu'un qui était fait pour les sommets et qui a réussi à toujours être dans l'excellence, que ce soit en club ou en sélection, quand il atteignait les dernières étapes, les finales, quoi. Ouais, ce qui est assez paradoxal, du coup, en regardant le début de sa carrière, c'est qu'il galère en club, il enchaîne les prêts dans des clubs moyens, on va pas se mentir, alors que du coup, au final, en sélection, c'est un joueur précoce. Ouais. Il gagne les Jeux Olympiques en 2000 à 19 ans, il gagne la CAN la même année, et c'est à 19 ans, mais en ayant un rôle important
dans l'équipe, il est titulaire, même s'il a 19 ans, il marque, il est là, il en impose. C'est assez paradoxal par rapport à son début de carrière. Et je trouve qu'au final, la courbe entre son rôle en sélection ou son efficacité en sélection a été contraire à sa progression en club. Oui, c'est très juste parce que le Cameroun, c'est le début des années 2000, bon, les deux CAN. Même ensuite, encore à la CAN 2006, je trouve que j'ai couverte, je trouve qu'il est très fort et que le Cameroun était peut-être, comme je l'ai dit pour la Côte d'Ivoire en 2008, c'était peut-être cette année-là que le Cameroun était le plus fort, mais bon, les choses font qu'ils ne sont pas allés au bout. Mais effectivement, ensuite, ça a un petit peu décliné en sélection, et puis il y a eu cette querelle avec Rigobert Song pour le brassard de capitaine qui a un peu terni les années 2010, quoi, en fait. Et donc ça a brouillé un peu les choses pour lui sur l'équipe nationale, mais c'est vrai qu'en club, ça reste une trajectoire ascendante qui ne s'arrête pas, en fait. C'est-à-dire même jusqu'à l'Inter, il est sur le toit du monde, vraiment, en termes de palmarès et d'exigence au haut niveau, c'est unique pratiquement. Il est sur le toit du monde à l'Inter, et ce gros palmarès, il a commencé à se construire au Barça. Barça qui, au moment de l'arrivée de Guardiola, faut quand même rappeler qu'il fait partie des indésirables, Samuel Eto'o. Il est poussé vers la ressortie, finalement il reste, il fait une saison absolument exceptionnelle avec le Barça, une Ligue des Champions à la clé. C'est représentatif du caractère du joueur. Alors Patrick, tu l'as évoqué, quelqu'un qui se sentait fort, qui se sentait prédestiné à devenir un très très grand joueur. Mais c'est vraiment un gros caractère, alors avec les avantages et les inconvénients. On a parlé de certains coups de gueule, certaines frictions en interne. Il y a eu des refus d'entrer en jeu par moment. Il y a eu des déclarations, je crois que c'était au moment du Ballon d'Or 2005, il n'était pas très content de son classement. Il l'avait dit haut et fort. Il fini 10e. Voilà, et donc ça va. Quand on prend Eto'o, il faut aussi prendre ce côté-là. Oui, et puis il y a le fameux Cabron, là. Ouais. Bon... Ça, c'était un épisode terrible où il prend le micro, il répète 10 fois, ou je sais pas, Cabron, au sujet du Real Madrid, et finalement, bon, ça avait fait un vrai scandale en Espagne. Qui fête le titre à ce moment-là. Oui, voilà, il lui la haie d'honneur et il prend le micro pour... bon, donc ça marque aussi le côté un peu... Non, c'est pas bad boy, parce que c'était pas récurrent chez lui, mais il y a un petit côté parfois... ombrageux qui pouvait se vexer ou qui pouvait prendre un peu soupolé chez Eto'o parfois. Donc là aussi ça fait partie du personnage. On sait qu'Eto'o, certains avec un petit sourire au coin des lèvres l'appelaient le melon indomptable. Mais il y avait un petit peu de ça chez Samuel Eto'o, c'est-à-dire beaucoup d'assurance de son propre talent, et jusqu'à parfois être aveuglé quand il s'agissait de comparer à celui des autres, quoi. Et du coup, est-ce que ça renvoie pas aussi à ce côté de l'ego et du fait aussi on parlait que son prime c'était au Barça, à l'Inter, mais ça n'a jamais été vraiment la tête de gondole de ces deux formations. Je veux dire, quand on parle du Barça 2006, c'est le Barça de Ronaldinho. Après Ronaldinho, il y a Messi. À l'Inter, c'est plus au final l'Inter de José Mourinho que l'Inter... L'image qu'on retient de Samuel Eto'o à l'Inter, c'est ce fameux match en termes de latéral gauche. C'est pas. Ouais. Est-ce que ça joue pas aussi un peu sur lui, son ressenti, alors que par exemple son meilleur. C'est vrai que Drogba incarnait Chelsea autant qu'un Lampard, voilà, sans discussion possible, et y compris auprès des supporters. Il est arrivé au Barça. Le Barça, historiquement, on sait que c'est un club sous empreinte néerlandaise et sous empreinte football total. Donc, l'attaquant de pointe n'a jamais été la vedette absolue, contrairement au Real Madrid, par exemple, ou au Bayern Munich. Il a tout de même été désigné, je crois, dans les années 2000, il avait été désigné meilleur numéro 9 de l'histoire du club, quand même. C'est pas rien. Et à l'Inter, c'est vrai que Mourinho l'a utilisé plus pour sa polyvalence que pour ses pures qualités d'attaquant, puisqu'il avait un pur attaquant qui était Milito, qui était, lui, il ne pouvait pas jouer ailleurs qu'au milieu de la surface. Donc Eto'o s'est retrouvé un peu sur les côtés. Bon, mais il s'en est bien acquitté, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal, même si, bon, après, sur les qualités pures d'un attaquant, Eto'o est exceptionnel.
Justement, le fait qu'il ait été baladé aussi sur les côtés, ça dit beaucoup de son profil technique qui est, alors on parlera de Weah après, aussi intéressant à ce sujet-là, mais techniquement Eto'o c'était quand même très très fort, hein, parce que on parlait de ses qualités devant le but, etc. Mais techniquement, il avait un instinct et une imagination même. Il y a un côté brésilien chez Eto'o, c'est-à-dire c'est un joueur félin Eto'o, c'est pas pour rien que c'est un lion indomptable, mais c'est vraiment un joueur félin, c'est un joueur qui était imprévisible, qui avait 1000 astuces techniques dans son sac pour faire tourner les défenseurs en bourrique. Voilà, c'est Eto'o, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand on le voyait manier le ballon, esthétiquement, c'est magnifique à regarder, hein, Samuel Eto'o. Ouais, il avait une élégance, au final. Très délié. Voilà, c'est en fait désarticulé, mais en même temps très élégant. Je me souviens de sa capacité à faire un espèce de crochet intérieur en ramenant le ballon et en accélérant derrière. Il avait vraiment cette grâce, et c'est ce qui lui a aussi permis de s'intégrer parfaitement, même s'il était considéré comme indésirable par Guardiola, mais de s'intégrer parfaitement à ce moule barcelonais où tu avais deux solistes, entre guillemets, avec Ronaldinho. Bon, Messi, il était à ses débuts, mais on voyait déjà les prémices du talent de Messi. Donc il avait quand même cette capacité à se mettre en retrait un peu malgré lui, mais pour le bien du collectif, quoi. Eto'o, ça n'a pas marché. Enfin, si, ça a marché en plus au Barça, mais ça l'a pas fait sur la durée, mais c'était pas pour des questions de football en fait. C'est contrairement à Zlatan par exemple, où tu sentais que c'était vraiment le profil du joueur qui ne collait pas à ce que voulait Guardiola. Mais Eto'o, en fait, il s'intégrait parfaitement dans le moule barcelonais avec le temps passant. Et à côté de ça, il a ce profil un petit peu très polyvalent, mais c'était aussi un joueur très froid qui pouvait être très froid devant le but. Très bon du gauche, il y a presque 50 buts du gauche en carrière, 21 de la tête, il savait très bien tirer les pénaltys aussi, 3 saisons à plus de 25 buts, à 25 buts ou plus en championnat, donc on a quand même un joueur qui a des sacrées références, quoi. Il y a un côté clinique en fait, toujours le bon choix dans la finition, rarement la force pure, mais plutôt des frappes placées subtilement, et voir des buts d'Eto'o depuis derrière le but, c'est quelque chose, quoi. Parce qu'on sait que c'est comme un serpent, on sait qu'il va piquer exactement au bon endroit. Bon, après, pour mettre un peu de point noir dans tout ce poème, je trouve que en fait sa fin de carrière laisse quand même une image un peu, pas ternie de Eto'o, mais d'une image d'un joueur qui n'a pas vraiment exploité jusqu'au bout tout son talent. Il faut partir du principe que l'âge officiel d'Eto'o n'est peut-être pas le vrai. Je pense qu'il a 2-3 années de plus, et donc lorsqu'il est à Konyaspor, il a plus que l'âge affiché. Du coup, quand il arrive à Chelsea à 32 ans, il en a 34. Ouais, d'où Mourinho qui se moquait en disant la canne. À mon avis, il y a un petit peu de ça dans le fait qu'Eto'o, sur la fin, bon, c'est vrai qu'il finit dans des clubs secondaires, pas forcément dignes du talent immense qu'il avait affiché à son meilleur, quoi. On va pouvoir enchaîner avec Georges Weah. Alors Georges Weah, il a aujourd'hui 55 ans, président du Liberia quand même, il faut le préciser, père du Lillois Timothy Weah aussi. Il commence dans plusieurs clubs donc au Liberia, dont le dernier est l'Invincible 11, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il y a eu le Tonnerre Yaoundé au Cameroun en 87-88, et c'est en 88 qu'il arrive à Monaco pour 4 saisons, le PSG, le Milan. Alors après, il y a un petit peu des prêts à Chelsea, City, puis il y a l'OM en 2000-2001 et une fin de carrière à Al Jazeera. Alors, Georges Weah, évidemment, nous on l'a beaucoup moins vu jouer avec David. Mais dans le profil, moi, quand je me suis penché un peu sur des compiles, j'ai eu l'impression qu'on avait pris Drogba et Eto'o, pour revenir sur les joueurs auxquels on s'intéresse aujourd'hui, et qu'on en a fait un mix pour ressortir le meilleur des deux, c'est-à-dire la puissance de Drogba, parce que physiquement, ça avait l'air quand même assez impressionnant, et la finesse technique de Samuel Eto'o. Ouais, c'est je trouve une bonne analyse. Weah, c'est un joueur qui est très complet, c'est-à-dire c'est un attaquant dont rêveraient tous les entraîneurs. Il a la puissance, la vitesse, la précision face au but, toujours le bon choix, et il est assez régulier, donc que demander de plus. Ce qui lui a manqué, mais on va sûrement en parler, c'est de représenter un pays plus doté, et donc de pouvoir avoir une carrière
international à la hauteur de ses qualités immenses, mais c'est un peu le même problème qu'a un Robert Lewandowski, c'est le problème qu'aura un Erling Haaland, c'est des joueurs exceptionnels, mais je pense qu'ils ne pourront jamais remporter un Euro ou une Coupe du Monde. Oui, déjà même une participation à une Coupe du Monde. Déjà, c'est très compliqué. Je crois que c'est en 2002 où le Il Liberia passe de peu, a un à point. côté, Il voilà. a un point. Du coup, déjà même une présence de Weah à une Coupe du Monde, ça aurait déjà été, on va dire, pas une ligne de plus à son palmarès, mais on aurait dit, il a joué une Coupe du Monde et pas faire le même reproche qu'on peut faire par exemple à Ryan Giggs qui a jamais joué le mondial avec le pays de Galles alors qu'il a tout gagné avec Manchester United. Et pour revenir à son style, c'est un style qui détonne quand même à cette époque-là, au milieu des années 90, un style technique avec Ronaldo peut-être, qui était à l'Inter à l'époque. C'est peut-être les deux attaquants les plus fins techniquement de cette époque-là. On était peut-être plus à l'époque sur de l'attaquant posé sur ses appuis qui tourne autour de la surface. Et avec Ronaldo et Weah, on a découvert des avaleurs d'espace. Voilà, des attaquants modernes de maintenant, mais à l'époque des années 90, quoi, des vrais précurseurs de ce qu'on voit actuellement, quoi. Oui, une capacité d'accélération, c'est vrai, qui était rare à l'époque. Effectivement, après, on a eu Adriano dans un genre proche, mais effectivement, début-milieu des années 90, c'était moins fréquent. Pour parler du milieu des années 90, il y a une toute petite ligne à son palmarès, l'année 95, c'est quand même le Ballon d'Or. Premier joueur non européen à remporter le Ballon d'Or, seul originaire encore à ce jour du continent africain à remporter le Ballon d'Or. C'est marrant parce que c'est un peu à l'inverse de Lionel Messi aujourd'hui. Lui, il doit son Ballon d'Or, il le reçoit au Milan, mais il le doit en bonne partie à ses prestations parisiennes parce qu'il change de club à l'intersaison, à l'inverse de Messi qui doit plus son Ballon d'Or cette année à ses performances au Barça qu'à celle du PSG. Mais voilà, Ballon d'Or 95, évidemment un grand moment pour Weah, mais aussi pour le foot africain, évidemment. Oui, c'est ça, et c'était une époque où le foot africain profitait de l'arrêt Bosman. Beaucoup de joueurs pouvaient arriver dans les clubs européens, il n'y avait plus de quotas de joueurs étrangers. Donc à cette époque-là, le football africain était très ascendant. C'est aussi l'époque du Nigeria, de la grande équipe du Nigeria. Et on pensait qu'à cette époque-là, ça ne s'est pas réalisé depuis, mais on se disait que d'ici 10 ou 15 ans, une équipe africaine gagnerait la Coupe du Monde, que c'était presque inéluctable. Et Weah incarnait un petit peu ce joueur capable d'amener l'Afrique au plus haut. Bon, il ne l'a pas fait en sélection, mais il incarnait ça. On se disait qu'il y aurait d'autres George Weah, parce que George Weah, finalement, il arrive en Europe parce que c'est Claude Leroy qui est alors en poste comme sélectionneur du Cameroun, qui va voir des matchs pour repérer des joueurs. Et il repère, outre quelques joueurs camerounais, il repère George Weah. Il se dit, mais cet attaquant est extraordinaire. Il va aller frapper à la porte de clubs français en leur disant, voilà, vous avez un talent énorme, prenez-le. Et c'est l'AS Monaco qui va le prendre. Et Weah, ce sera toujours un peu un grand frère pour les joueurs libériens, parce que dans son sillage vont venir plusieurs joueurs qui ont fait des belles carrières, comme Joe Nagbe, comme James Deba, Christopher Wray, plusieurs joueurs qui ont fait des carrières en Europe, et c'est grâce aussi à l'expérience qu'ils auront acquis que le Liberia montera quand même de niveau, et la Lone Star passera pas loin d'une qualif en Coupe du Monde, ce qui à l'époque, l'Afrique n'a encore que ses 5 places à l'époque, 4 ou 5 places, Alors là, il faudrait qu'on se replonge. C'était à l'époque encore plus fermé, et ça sera beaucoup plus simple avec la Coupe du Monde à 48 équipes où l'Afrique en aura 9 ou 10. Bon. Mais disons qu'ils ont pu y croire. Ils ont pu croire que le Liberia se qualifierait pour la Coupe du Monde. Et ça, déjà, rien que ça, c'est déjà faire franchir un énorme palier à ce pays qui était en plus à l'époque en guerre civile, dans un contexte épouvantable. Donc, Weah, il aura transcendé un peu son football. Ouais, en fait, les Weah, si on devait lui mettre un mot à côté de lui, ça serait presque espoir. Il a donné de l'espoir à tout un continent en gagnant, aussi bien en gagnant ce Ballon d'Or, mais aussi en s'imposant au PSG, en s'imposant au Milan AC, qui sont quand même des clubs mondialement connus, et aussi en même temps un motif d'espoir au Liberia qui n'a pas connu une histoire très facile. Les jeunes de son village ont commencé aussi à y croire que c'était peut-être possible de faire une carrière, même si c'est pas en Europe, mais au moins en Afrique.
pour moi, c'est vraiment le motif espoir que renvoie Georges Weah au continent africain. Et l'impact d'un seul homme est d'autant plus important que c'est un pays plus démuni encore que le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Donc on voit vraiment l'impact d'un homme comme ça, d'un sportif brillant et charismatique, parce qu'il y a le côté charismatique de Weah, c'est assez incroyable. Il n'est pas comme Samuel Eto'o qui est vraiment quelqu'un de... Volubile, un peu. Qui est volubile et puis qui est aussi très pénétré par l'idée de son excellence. Weah, il y a un côté aussi, j'apprends, il s'est fait petit à petit, quoi. Et jusqu'à arriver, c'est pareil que bon, on va pas parler politique, mais il est élu après plusieurs échecs à la présidence. Donc c'est quelqu'un aussi qui sait apprendre de ses propres échecs. Et donc ça a servi de moteur à Georges Weah. Il s'est fait petit à petit, mais c'est intéressant de voir que, par exemple, sa meilleure saison en termes de stats, c'est à Monaco, et donc c'est son premier club européen, donc ça montre quand même une certaine rapidité d'intégration au football européen. Il fait une saison 91-92 à 18 buts, 8 passes en 34 matchs de championnat. Et puis ensuite, il a marqué à chaque fois ses clubs. Le PSG, Geoffrey de côté me dira si je me trompe, mais je crois qu'il était meilleur buteur du club en Coupe d'Europe, jusqu'à ce que Zlatan le dépasse en 2015. Malheureusement pour lui, il quitte le club un an avant la victoire parisienne en Coupe des Coupes. Et puis au Milan, il est meilleur buteur du Milan quand même sur ses 3 premières saisons là-bas. Donc c'est pas rien. Il répond présent, quoi. À chaque fois, il répond présent avec, comme cerise sur le gâteau, des moments marquants, comme tu as pu en évoquer dans ton échauffement, Patrick, son but à Munich avec Paris. Il y a eu aussi un vrai numéro de soliste avec le Milan contre la Lazio. Oui, un but où il traverse tout le terrain, il va fusiller le gardien. Là, c'était donc phénoménal. Il y a plein de moments marquants comme ça avec Georges Weah. Ouais, et puis au final, le seul petit reproche qu'on peut lui faire, c'est que son armoire à trophées ne soit pas plus remplie, parce qu'il a quand même eu pas mal d'échecs, que ce soit avec le PSG ou avec le Milan AC. Je crois qu'il fait 3 demi-finales, que ce soit de C1 ou de vainqueur de Coupe des Coupes. Comme tu dis, il quitte le PSG un an avant la victoire en 96. Il arrive au final dans un Milan AC, mais c'est un Milan AC qui est un peu dans une période creuse. Pas le Milan dominateur du début des années 90 et du début des années 2000. Du coup, il y a un peu ce côté génie du foot africain, mais qui manque par rapport aux deux autres de vrais titres internationaux, quoi. Oui, c'est vrai, il a pas incarné un club sur la durée autant que n'a pu le faire Drogba. Et il n'a pas eu le palmarès exceptionnel, la densité de titres qu'a eu Eto'o dans ses clubs, à son meilleur. Hein. Je parle du Barça et de l'Inter principalement. Et c'est vrai qu'on peut ça manque un petit peu. Mais après, c'est un joueur qui apportait des choses que les autres n'apportaient pas. Justement, peut-être pour faire un bilan de ces 3 joueurs-là, ce qui m'intéresserait, alors, hors ce qu'ils ont apporté en dehors du foot, lequel de ces 3 joueurs, selon toi, Patrick, a le plus marqué le continent africain en termes de football? Entre Eto'o, Drogba, Weah, lequel a laissé la plus grande empreinte? Moi, je pense que c'est plutôt Eto'o qui a laissé la plus grande empreinte, parce que c'est d'abord par sa longévité, et puis parce qu'il a beaucoup plus gagné avec son équipe nationale que les 2 autres. Et ça, au final, si on parle du point de vue des Africains, c'est le plus important. Et puis, c'est quelqu'un qui est plus présent au quotidien aujourd'hui, que sa carrière est terminée en Afrique, que les autres, qui vivent plus... alors évidemment, Weah, il est dans une carrière politique, donc je le mets un peu à part, mais Drogba, il est plus entre l'Afrique, l'Europe. Après, voilà, c'est juste mon ressenti, mais je pense, en ayant beaucoup voyagé en Afrique, que les Africains, s'ils n'en retenaient qu'un, ça serait plus Samuel Eto'o. Eh ben, on va encore parler de ressenti dans le temps additionnel. C'est avec le moment de classer, de découvrir le classement de chacun. C'est parti pour le temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Et ben, de nouveau, honneur à toi, Patrick. Si tu veux nous livrer un titulaire, un remplaçant, un placardisé, en 1 minute à peu près, tu as le droit de dépasser un petit peu. Alors, du point de vue d'un entraîneur, c'est comme ça que je prends votre demande, je placerai comme titulaire Georges Weah, parce que pour moi c'est le plus complet et c'est le meilleur pour un collectif, c'est le plus apte à s'intégrer à tous les types de schémas possibles et
à tout ce que demande un entraîneur. En remplaçant, je mettrais peut-être Didier Drogba pour sa mentalité, pour sa dévotion au collectif, pour le fait que ça soit un bon équipier qui puisse accepter d'être sur le banc. Et puis, alors c'est bien un regret terrible de placardiser Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o, c'est pour moi peut-être le plus, si vous l'avez compris en écoutant, en qualité intrinsèque, c'est peut-être le plus fort des trois. Mais après, il y a tout l'aspect extra sportif, tout l'aspect relationnel, tout l'aspect égo, gestion de l'ego. Et pour un entraîneur, c'est peut-être le plus compliqué des trois à gérer. Et donc, c'est malheureusement pour lui, c'est pour ça que je le placardise. Mais ça ne veut absolument pas dire que tous nos auditeurs, notamment les Camerounais, se rassurent. Ça ne veut absolument pas dire que je le considère moins bon que Drogba et George Weah. On veut pas être boycotté au Cameroun. Et d'ailleurs, je vais livrer mon classement. Et pour moi, Samuel Eto'o est titulaire. Que nos éditeurs camerounais se rassurent. Je le mets titulaire. Alors, toi, tu as parfaitement respecté les consignes, Patrick, en te plaçant en tant qu'entraîneur. Moi, je m'écarte un tout petit peu de ça. Je vais avoir une vision plus globale. Pour moi, tout simplement, Eto'o, il mélange le talent, le côté un peu frisson, moment fort, et puis le palmarès qui va avec tout ça. Donc, c'est pour ça que j'en fais mon titulaire. Et puis j'ai beaucoup aimé sa force de caractère. J'ai beaucoup aimé qu'il arrive à l'Inter, qu'il dise je suis là à sa première conférence de presse pour gagner la Ligue des Champions et qu'à la fin de la saison il gagne la Ligue des Champions. Enfin, je trouve ça absolument extraordinaire. En remplaçant, je vais mettre George Weah, juste pour son ballon d'or déjà. J'ai adoré j'ai pas vu ses matchs, mais j'ai adoré ses compil YouTube. J'ai adoré le voir sur YouTube. Ce ballon d'or en venant du Libéria, qui n'est pas à la base un pays de foot, voilà, évidemment, c'est juste extraordinaire. C'est des parcours uniques. C'est évidemment plus dur de devenir ballon d'or quand on vient du Libéria que même quand on vient de Pologne. On parlait de Lewandowski, c'est encore autre chose. Donc juste pour ce ballon d'or, moi je vais le mettre remplaçant et puis je peux pas me permettre de le mettre au placard alors que je l'ai jamais vu jouer en vrai, ce serait une vraie injure. Et puis au placard donc malheureusement Didier Drogba. Alors Drogba, j'aimais beaucoup sa capacité à porter les équipes sur ses épaules, à emmener tout le monde avec lui, c'est vraiment la première qualité que je retiens chez lui. Mais après, d'un point de vue très personnel, son style de jeu, j'ai pas plus d'affection que ça pour son style de jeu et pour son profil technique. C'est ce qui me fait le mettre un peu plus bas, malheureusement. Bah, du coup, on va avoir un titulaire différent pour chaque. Parce que moi, je vais mettre Didier Drogba en titulaire, déjà pour tout ce qu'il a réussi à Chelsea. Faut pas oublier que Chelsea, avant Abramovich, ça gagne quelques cups, ça gagne, je crois, un titre de champion, mais 50 ans avant, et c'est sous Drogba, sous Mourinho, sous Setch, sous Lampard que Chelsea devient un grand d'Europe, et Drogba a une part très importante dans ce changement d'image de Chelsea à travers les yeux de tout Européen et de tout observateur du foot. Et son but, comme on a dit, en 2012 en finale, est la consécration ultime pour ce joueur, même si ses échecs en sélection sont un peu un point noir, mais est-ce que la Côte d'Ivoire avant Drogba avait tant imaginé, dominé autant le continent africain? Je ne suis pas sûr. Du coup, c'est ce qui me pousse à le mettre en titulaire. En remplaçant, je mettrais George Weah, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, George Weah, en gagnant ce ballon d'or en 95 et en réussissant cette carrière qu'il a eue au PSG, au Milan AC, la fin est un peu plus chaotique, mais de Monaco, PSG, Milan AC, c'est trois grands clubs et c'est un motif d'espoir pour tout joueur, pour tout jeune africain du milieu des années 90 dans une période qui n'est pas facile pour le continent. Donc ce motif d'espoir et ce rôle un peu de précurseur, je le valorise vraiment par rapport à un Samuel Eto'o qui, comme tu l'as dit Patrick, intrinsèquement est le meilleur des trois, je pense. Son palmarès parle pour lui, mais moi c'est vraiment ce côté, cet ego un peu surdimensionné et un peu trop présent qui me dérange un peu et qui fait que dès qu'on le mettait un peu sur le banc, ça tirait la gueule ou ça s'embrouillait avec la fédération camerounaise, d'où une suspension de 1 an en 2011 je crois. Et donc du coup je le mets au placard et en même temps je fais une petite dédicace pour Claude Leroy parce que du coup qui a un grand rôle à jouer dans deux des parcours de deux de ces trois joueurs,
avec la première sélection d'Eto avec le Cameroun. Et c'est lui, du coup, comme tu l'as dit, qui a repéré George Weah à Monaco. Claude Leroy, si vous entendez ce message, on vous dédie ce podcast. Et ben on arrive au terme, c'est l'une des rares fois où on a eu 3 classements différents, si ce n'est la première. Évidemment, on te remercie de nouveau, Patrick. C'était vraiment top. C'est moi qui vous remercie. C'était un grand plaisir de converser avec vous et d'avoir ton œil, ton expertise sur le football africain. Amis auditeurs, n'hésitez pas à nous livrer vos classements, à nous donner votre avis sur cet épisode, à nous noter évidemment, à partager autour de vous, ça nous aidera beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci David, merci Patrick et merci Geoffrey à la technique. À très vite les amis. Salut. Salut.